Bon, ça devrait commencer. Comme toujours, on est dans l'attente de la petite lumière rouge qui nous dit que c'est commencé. Et voilà, c'est commencé. Alors, bonjour, bonsoir, bon matin, bonne nuit. Ça dépend à quelle heure vous nous regardez. Voici la capsule numéro 22 des Insomniaques. On est dimanche le 29 janvier 2023. Mon nom est Régent et je suis ce soir avec Éric. Salut, Éric. Dans l'autre, Bon, ben Eric, on arrive à ce moment où on avait toujours rêvé de faire, c'est-à-dire avant que tout ça débute, on avait parlé de faire des capsules sur l'histoire, des faits historiques, des, euh, euh, des- sur l'histoire du mouvement ouvrier, puis l'histoire en général. En fait, et là, ce qu'on va faire, ça va être la première partie d'une série de plusieurs parties qui va relater. combien. Bon, on ne le sait pas, mais il va en avoir, en tout cas, tant que la passion va nous porter, il va en avoir. Ben, en tout cas, on va éplucher, ça c'est certain. Les mouvements de révolte populaire en France, on n'y va pas de façon linéaire. Moi, j'entame ce soir une période qui se déroule en 1588. Toi, Eric, c'est 18, 31, 34 18, 31, et 34, 48. puis il y a ouais, 48 aussi. C'est 48. comme une suite personnelle. Ouais, ouais. Puis tout ça, évidemment, dans le but d'arriver à un moment donné au crunch du crunch. On veut faire plusieurs capsules sur les Gilets jaunes, décortiquer le mouvement, l'historique, les personnages, le contexte, qu'est-ce que ça va amener dans le temps, etc., etc., etc. Mais comme c'est dit dans la page de présentation, on est deux salariés à temps plein, puis on n'a pas beaucoup. Chômeur. Chômeur. Hein? Ouais. Bientôt, on va en parler. Et c'est ça, on n'a pas nécessairement beaucoup de temps pour se consacrer à nos capsules. On fait du mieux qu'on peut, c'est de la passion, mais des fois, le temps nous rattrape, puis on doit remettre à plus tard toujours. Et, bon, ben, c'est ça. On le fait à notre rythme, mais on ne se casse pas le cul, puis on a du fun, puis c'est ça qui est ça. Alors, on va commencer avec le premier sujet en épluchant la série des événements de révolte populaire en France. Moi, j'ai tombé sur. Ben, j'en avais. Je savais ce que c'était. La journée des barricades, le 12 mai 1588, qui dit-on, est la première journée, la première fois que les barricades sont levées à Paris. Donc, ça sera la genèse de tout ce qui va suivre par la suite, surtout pendant le 19e siècle, où on va en parler abondamment à un moment donné. Mais, sais-tu, en faisant mes recherches, Éric, j'ai réalisé que ce n'était pas la première fois que le terme était utilisé. Non, 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 non. Le terme, la première fois, ça a été, attends une minute, en 1870, toujours toujours dans le cadre des guerres de religion avec les protestants et les catholiques. En Euh, 1800? en En 1500, ouais, 1560. pardon, en OK. 1570, la Je première trace du mot barricade apparaît 18 ans plus tôt que ce qu'on va voir, en 1570, lors de la prise du mont de Marsan en pleine guerre des religions. Dans les commentaires militaires de Blaise de Montluc, c'est un chef de guerre, il parle du mot barricade. C'est la première fois. Ouais. De barricade ou de comme fonction Le militaire? mot barricade. OK. Le mot Le mot barricade. barricade. J'ai essayé de creuser. J'ai même été sur le site de la municipalité de Mont-de-Marsan. On parle même pas des barricades, on parle juste un peu du conflit OK. dans l'historique du village. Mais bon, je n'avais pas le temps OK. d'aller voir. Mais c'est Mais intéressant. le mot est apparu 18 ans plus tôt. Donc, c'est pas vrai que le mot apparaît là en premier, mais c'est la première fois que Paris se voit euh, encerclé de barricades.
OK. OK? Très intéressant. Tu vois, j'ai appris. C'est le fun. Ben oui. Fait que Hein? tu veux qu'on C'est mieux part que avec l'école. le... Bon, ben, on va oublier 1870. On va aller au cœur de notre sujet. Parfait. OK. Donc, la journée des barricades se déroule le 12 mai 1588. Grosso modo, le contexte, en gros, je pourrais dire, il était une fois 3 Henri. Henri III, roi de France. Henri de Guise, dit le Balafré, prince de Joinville et duc de Guise. OK. Et Henri de Navarre, Bourbon, qui sera le futur Henri IV, donc le futur roi de France. On a les tronches de ces messieurs. Donc, on commence ici. Henri III. Henri III, qui est beau, hein? apparemment, on Gros le front. compare à un look de star à l'époque. Oui. Superstar. Superstar. Il y a le duc de Guise. Le duc de Guise qui dit le balafré. On voit sur la joue gauche une balafre, c'est un coup d'épée de je ne sais pas quoi. C'est un jeu à cuire, c'est un badass. Ouais. C'est un vrai badass. Real motherfucker. Qui, on va le voir, là, c'est... Après ça, il ne fait pas bon être protestant et être à côté du duc de Guise maintenant. Il est catholique. Oui, ultra Fait-il des petits garçons, par exemple? Duc de Guise, je ne sais pas. Il y a beaucoup de rumeurs, hein, mais on va aborder parce qu'il y a beaucoup de pamphlétaires à l'époque. Ça se bitch à travers poèmes. Oui, exactement. La propagande était déjà là. Puis ça m'a fait penser un peu. Tu as beaucoup de propagande envers Henri III. Beaucoup de pamphlets, des pamphlétaires, des poètes, des écrivains. Puis même des gens de la Ligue catholique. Ça fait un peu penser aux pamphlets contre la reine Marie-Antoinette à l'époque. Oui. Par les frères du roi et compagnie. Ça, dont le débat est, as-tu vraiment dit qu'il mange du... Oui, il y a plein de trucs apocryphes là-dedans. Il faut en prendre en laisser. Et finalement, on va montrer la tronche du duc de Navarre. Roi de Navarre, pardon. Oui. Le royaume de Navarre est au sud, un peu, ça serait un peu le Pays basque à l'époque. Lui va devenir le roi de France, il va devenir Henri IV. Puis c'est ça. Alors, on commence. Grosso modo, je fais le contexte. Henri III n'a pas d'héritier. Attends, Eric. Non, mais c'est correct. On va aller à Henri III. Et voilà. Ouais. Henri III n'a pas d'héritier. Il en arrache avec sa femme. Il donne de faux espoirs. De là aussi les rumeurs de son homosexualité, vraie ou fausse. Aucun historien n'a pu prouver hors de tout doute. Même des anti-Henri III de l'époque avaient dit non, c'est pas vrai. Mais les rumeurs sont tellement persistantes, puis on a joué là-dessus aussi dans certains films où on en fait pas juste un homosexuel, mais une espèce de déjanté. Bon, est-ce vrai, c'est pas vrai, mais il y avait des maîtresses. Le gars, il peut être aux deux, remarque, on s'en fout. Là n'est pas la question. Mais tout ça pour dire que le dude avait des ennemis qui colportaient toutes sortes de choses sur lui. OK, donc il n'y a pas d'héritier. Oui. Risque de ne pas en avoir, puis ça l'inquiète, et ça inquiète surtout le duc de Guise, parce que selon la loi salique, c'est ce qui détermine les règles de succession du trône. C'est un homme. Le trône reviendrait aux Bourbons, c'est-à-dire à Henri de Navarre, celui qu'on voit exactement, le drôle de zig. Il y a juste un truc, c'est que ce gars-là, c'est un protestant. Ça fait chier pas mal le duc de Guise, qui lui, regarde, il ne peut pas les blairer le matin. À un moment donné, en 1584, là où ça va commencer à se réchauffer, Henri III reconnaît en Henri de Navarre l'héritier légitime. Il va avec il se fie sur la loi salique. La loi qui, à un moment donné, a été tronquée en tout cas, bref, pour des précédents rois.
Donc, ça ne plaît pas au duc de Guise, qui, lui, est un ultra-catholique. N'oubliez pas que c'est pendant les guerres de religion entre les protestants et les catholiques. Fait que on va entendre beaucoup parler de ça. Ça nourrit l'âme du français, le corps social, tout baigne dans la religion. Henri III, es-tu catholique? Oui. OK. Oui, Comme les catholiques. le duc de Guise. Oui, comme le duc de Guise, mais c'est un modéré, on va dire. Mais en même temps, un modéré politique parce qu'il doit ménager la chèvre et le chou, comme on dit, ou la fleur du chou, ou le chou-fleur, ou le brocoli aussi. Ou la soupe au chou. La soupe au chou. Il modère tout. Puis, en fait, il y a des raisons politiques à ça. Il y a beaucoup le roi, dans le but d'apaiser les tensions, va faire certaines concessions aux protestants qui ne plaisent pas non plus à De Guise. Ça va être des concessions surtout sur des territoires, sur des villes, sur attends une minute. Des concessions au niveau aussi des parlements en région qui donnent beaucoup de place, il va tenter de redonner une certaine légitimité aux protestants. On en est là. Puis ça se tape dedans depuis des années. Puis lui, il veut une paix, mais bon, pas à tout prix. Mais c'est ça. Il essaie. Il travaille fort, le dos. Mais regarde, ça ne marche pas. Donc, ce qui ne plaît pas du tout au duc de Guise, un ultra-catholique qui devient chef de la Ligue ou de la Sainte Ligue ou Sainte Union catholique, créée pour la défense de la religion catholique contre les protestants. La Ligue, ça, tu peux y aller avec l'autre. La Ligue catholique se forme officiellement en 1576 en Picardie, même si la genèse remonte à 1568. On a créé la Ligue de Picarde. C'est toute la société, beaucoup de clergé évidemment, des nobles, des paysans, la petite bourgeoisie de commerce qui veulent défendre coûte que coûte la religion catholique. En novembre de la même année, en 1576, le duc de Guise organise la Ligue de Paris, qui va avoir beaucoup d'influence. Les chefs militaires se ramassent avec lui. Ils ont un réel pouvoir de négociation. C'est carrément un contre-pouvoir. Et en décembre, pour tenter de la neutraliser, le roi Henri III prend la tête de la Ligue et modifie certains aspects du programme, notamment ceux qui amenisaient son autorité. Comme je disais, il y a une série de concessions qui vont être faites aux protestants par le roi, qui va mettre malgré tout la Ligue en colère, et surtout, en fait, pas malgré tout. Pourtant, en même temps, le paradoxe, c'est que la Ligue est obligée d'être fidèle au roi. Le roi protège l'Église, donc ils ne peuvent pas nécessairement le colisser dehors puis mettre quelqu'un d'autre à la place. Il va y avoir un jeu d'équilibre qui va se muter en espèce de pouvoir. La Ligue elle va se montrer parfois sévère avec Henri III, qu'elle juge trop conciliant avec les protestants. Elle devient un contre-pouvoir en exigeant, elle est assez forte pour exiger au roi de rétablir la religion unique, ainsi qu'obliger le roi à procéder régulièrement aux États généraux, en sachant que les catholiques qui sont en grande majorité, ils peuvent ainsi influer les décisions royales puis la bonne conduite. Donc, c'est quelque chose qui fait chier pas mal Henri III, puis il essaie de s'en débarrasser, mais il n'est pas capable. On peut regarder ça, c'est une image que j'ai trouvée. Donc, c'est un auteur anonyme, si je me souviens bien. Je n'ai pas l'artiste.
c'est une procession de cette ligue-là, la Ligue catholique. Tu peux revenir un peu en arrière. Bon, c'est une image que vous pouvez trouver sur Wikipédia quand vous tapez la journée des barricades. En histoire de l'art, quand on a, je me souviens, mais il y a longtemps, lorsque j'étudiais en art, quand il y a une scène comme ça de grand déploiement avec beaucoup de personnages, ce qui est intéressant, là, on va déborder un peu du cadre de mon topo, mais c'est cool pareil. On va regarder certains détails que j'ai pris sur le tableau, puis parfois on en apprend sur les mœurs de l'époque, sur le contexte par, je ne sais pas, l'habillement des gens, le décor, les petits détails à côté. Tu peux passer à la première. La première qu'on va voir, c'est bon, dans les personnages secondaires du tableau, on voit ici une espèce d'échoppe où on semble donner une espèce de bouillie ou puis il y en a un qui est populaire ou je ne sais pas quoi, puis ça se tape dedans. Ici, là, il y a deux personnages. En fait, il ne faut pas oublier que le contexte dans lequel se déroule, va se dérouler la journée des barricades, c'est la misère à Paris, c'est la famine. On en a plein le pompon, puis avec les guerres successives, on sait ce que ça fait. Fait que c'est toujours dans un contexte de grande misère. Et ça, c'est un détail du tableau qui montre justement l'aspect misérable de la condition à ce moment-là. Deuxième tableau, que je me suis amusé follement d'ailleurs. Ah, c'est le fun, ça. Là, on voit un mélange de genres. On voit par les habits, par les armes, c'est le peuple et une certaine noblesse, les gens en armes, les soldats. Il y a des soldats, ou du moins des gens casqués qui sont probablement plus militaires que les autres. On a des membres du clergé. En fait, c'est toute il doit y avoir des petits bourgeois commerçants là, qui doivent être représentés avec les chapeaux ou je ne sais pas quoi. Je n'ai pas mis plus de temps que ça à scruter. Puis de toute façon, ce n'était pas le but, mais je me suis dit, tiens, tant qu'à être là, on a des mousquets, donc il y a une certaine aisance. Il y en a qui ont. Une fraternisation des catholiques, dans le fond. En fait, la journée des barricades, ce n'est pas nécessairement la révolte du peuple, juste le peuple, rien que le peuple, comme peut-être on va le voir avec les canuts, mais c'est un mouvement qui prend racine dans l'âme catholique du français de l'époque. Donc, next. Même chose ici, je voulais montrer sur les barres en haut, c'est la petite noblesse là, qui regarde les gens passer. On le voit à leur habit. On a des hommes d'église haut placés, on a des serviteurs. Il y en a qui ont uniquement des fourches ou des lances ou des épées. Continue. Un détail. Ça, c'est un détail. Je me suis arrêté. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, la femme au centre avec les oreilles de Mickey Mouse ou je sais pas quoi, elle semble avoir un masque. Là, j'avoue que j'ai. Puis on s'entend, là, c'est pas des pauvres. Très intéressant. Oui. Il y avait du classique même dans ce temps-là. Ouais, ben oui, il y en avait, mais là, pourquoi elle, là, toute seule dans la foule? Peut-être qu'elle était à son party, puis là, elle est sortie pour voir qu'est-ce ouais, c'est ça. Ou elle était en avion, elle avait oublié d'enlever son... tu sais, le truc pour dormir, là. Ouais, fait que... c'est cela. En passant, les espèces de roses qu'ils ont autour du cou, là, les rosaces, ça avait une fonction. Hein. C'était quoi? C'était aussi une mode, mais ça avait une fonction pour pas que les cheveux touchent le gras des cheveux viennent. Ouais, taché. Ouais. C'était l'époque où. Elle avait un masque parce qu'il y avait beaucoup de gras autour des yeux.
On va reprocher d'ailleurs à Henri III d'être trop porté sur l'hygiène. C'est un afro! Ouais. Ouais. Next. Là, ici, c'est toujours la même scène, mais on prend des petits segments. On peut voir. Donc là, on serait. Passe tout de suite à l'autre. Je vais revenir à celle-là après. Donc, devant nous, on a Notre-Dame. Donc, on serait du côté rive droite, à peu près à où est-ce que le métro Châtelet, par exemple. OK. À peu près là, tu sais. Donc, tu peux revenir. Fait que dans le fond, c'est fait pour te situer. Ça, c'est l'île de France, là, dans le fond. Ouais, Non? ça, c'est Ouais. à droite, c'est l'île de la Cité. Puis là, L'île de la Cité. je ne sais plus lequel est lequel, mais ils ne sont pas encore rattachés. Ils vont être rattachés un jour, Ouais. là. Ça, Mais c'est parce qu'il ne faut pas oublier, c'est le vieux Paris, là. ouais, C'est ben encore le vieux Paris. 1588, ou dans ce coin-là. Ce qu'on peut voir sur l'île, on voit des lavandières qui étendent le linge. Il y a des chevaux qui broutent. Je ne sais pas. Moi, ça me fait capoter. J'aime ça voir ça. On a à droite, dans l'eau, on dirait des pontons, des embarcations avec habitation, un peu comme on en voit quand tu loues un ponton pour la pêche, avec des chalets pontons. Il y a plein de corps de métier. Il y en a un qui rabote ce qui semble être une embarcation. Là, j'aurais pu en montrer d'autres, mais c'est ce genre de petits détails-là qui viennent donner beaucoup de sources aux historiens. Ce n'est pas nécessairement le sujet principal, mais quand le peintre veut donner un rendu réaliste à sa toile, il va y aller avec ces petites choses-là, puis tu peux glaner des informations qui ne sont pas écrites nulle part, qui sont pas... c'est comme un reportage, dans le fond. C'est comme un reportage, exactement. C'est comme un reportage de l'époque. Et la dernière image, donc, c'était juste pour montrer que Paris, c'est pas parce que c'est le Moyen Âge que c'était tout croche puis que c'était non, le Moyen Âge, c'est pas nécessairement ce qu'on décrit. C'est chouette. Moi, ça me rend un peu je sais pas, ça me fait rêver ce type de toile-là. Le McDo, il est derrière la bâtisse. Le McDo, oui. Si tu regardes, il y a une rue, là, j'ai pris un café juste à côté un soir avec les 2 pieds mouillés. Le café n'est pas encore ouvert. Il va être ouvert dans quelques 400 ans, mais... Donc, la Ligue, c'est le peuple, le clergé, les petits bourgeois, les commerçants, puis ils sont cimentés par leur foi catholique. Et ils sont prêts à aller jusqu'au bout pour défendre. D'ailleurs, une des phrases, c'est « Jusqu'à notre dernier souffle, nous défendrons, blabla, la religion catholique. » Ouais. Donc, tu peux revenir encore tant que je n'ai pas... OK. Ben, on débarque ça. Ouais, reviens, mettons, sur le... Wow, tu peux le laisser là. On peut le laisser là. Change pas tout de suite. Oui. Donc, la Ligue veut en découdre avec les protestants et voit en de Guise un chef de file, le vrai badass qu'il leur faut, le kingpin. Ce gars-là mange du protestant au petit déjeuner. Il s'est joyeusement impliqué pendant la Saint-Barthélemy. Ça, j'en avais parlé. Et justement, la Saint-Barthélemy, on n'a jamais... Il n'y a aucun témoignage à l'effet qu'Henri III y aurait participé, mais par contre, de Guise, il s'en est donné à cœur joie. Lui, il était dedans. Ouais. Le tableau qu'on va voir, c'est le massacre. Ça s'appelle le massacre de la Saint-Barthélemy. Un tableau peint par François Dubois. Le gars est mort en 1584, puis la Saint-Barthélemy est en 1572, au mois d'août, le 24 août. Ça a été peint à peu près 3 ans après. Certains disent qu'il n'a pas vécu directement les événements, mais certains détails assez troublants laissent à penser que justement le gars en a été fucking troublé. Mais ça... L'œuvre peut se composer comme une espèce de bande dessinée. Tu peux voir le même personnage 3 fois dans une action.
3 fois dans la même action, c'est-à-dire OK. l'amiral de Coligny, qu'on voit en haut en train de se faire défenestrer. Next. Tu peux montrer ici. Ensuite, on va le voir le même en train de se faire décapiter et émasculer. Ben oui. Ça, il a tombé, là. Ouais, là, après, il ramasse, il chope la bite, il coupe la tête. Ah, l'image n'est pas complète parce qu'on voit le personnage de gauche tenir la tête. Ouais, j'avais vu ça, en tout cas. Bref, c'est pas grave. Et ensuite, il va être traîné nu, et évidemment, ici en haut à gauche, pour être amené au gibet de Montfaucon, qu'on voit aussi sur la toile en haut à droite. Détail assez dégueulasse. Je veux dire, c'est une toile absolument horrible. Tu as ici en bas à droite une femme. Reviens. Reviens. Ouais, une femme. Ouais, éventrée, ou les tripes à l'air. C'est ça tout le long. C'est un massacre. Ben, ça a été un massacre. Les historiens ne s'entendent pas. On dit que la Saint-Barthélemy, entre 10 000 et 30 000 morts. Bon, évidemment, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le massacre des protestants là, par les catholiques. Et De Guise a joué là-dedans. Il s'en est donné à cœur joie, selon les témoins de l'époque. Dans le dernier, on peut voir aussi Catherine de Médicis. En passant, le gars qui a fait la toile, c'est un protestant. Catherine de Médicis, donc c'est aussi le tableau a un message politique aussi. Ce n'est pas juste dépeindre l'horreur, mais c'est de montrer l'implication des coupables, etc. Pardon. Dont ici Catherine de Médicis contemplant un amas de cadavres dénudés. On peut passer ensuite. Ouais, OK, reste là. Donc, Henri III voit la menace grandissante de De Guise et de la Ligue. C'est ça. Il tente de freiner son expansion, comme on a vu. J'ai passé un truc, c'est parce que mes notes ont été... je reviens. Les curés parisiens sont beaucoup impliqués dans leurs sermons pour dénigrer Henri III. À un moment donné, ils en ont plein le casque. Puis c'est un florilège comme on disait, de propagande. Tout le monde y participe. Poètes, écrivains, pamphlétaires, curés dans leurs sermons. Et j'ai trouvé une petite flèche écrite par Ronsard sur Henri III. Puis encore une fois, c'est de la diffamation bien écrite, là, mais le gars, en tout cas, il en mangeait de partout. Donc, Ronsard écrit à propos du roi Henri III. Le roi... Non. Tu es en train de jouer. Mignon. Recommence. Ronsard a écrit quoi? OK, on recommence? J'ai arrêté. Tu étais à Ronsard, tu allais dire ça. OK. Ronsard s'est payé la traite avec 4 petites lignes meurtrières. Probablement, je n'ai pas retrouvé le poème au complet, mais... Donc, le roi, comme l'on dit, baise et lèche de ses poupins mignons le teint frais, nuit et jour. Eux, pour avoir argent, lui prêtent tour à tour leur fessier rebondi et endurent la brèche. Ça ne manquait pas d'humour quand même. On s'amuse. On s'amuse à Disneyland. Ah là 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 là. Donc c'est ça. Il n'y avait pas d'Internet dans le temps, il n'y avait pas de Twitter. Fait que ça se faisait avec des alexandrins. Puis regarde, c'était pas. Je pense que c'était mieux même. Ouais. Même si on n'est peut-être pas d'accord avec ce qui est écrit. On ne le sait pas. C'est assez clair. C'est assez clair. Donc, je résume. Henri III voit la menace grandissante de la Ligue. Il continue à faire des concessions aux protestants, mais en même temps, il sent que ça devient dangereux. Il tente de freiner ça, on l'a dit. Il va finir par interdire au duc de Guise de rentrer dans Paris. OK? Il n'en peut plus. C'est genre, toi, bonhomme, tu ne rentres plus. Tu es trop influent.
Le duc de Guise va quand même rentrer à Paris le 8 mai. OK? Il défie le roi. Il est acclamé par la foule, on le sait. Là, c'est devenu le représentant officiel de la Ligue. Henri III le reçoit quand même. C'est froid, on n'arrive pas à des conclusions. Il y a probablement des pourparlers, ça ne donne rien. Et il en sort qu'en voyant le duc de Guise revenir à Paris, puis être aussi acclamé par le tout Paris de l'époque, le roi a la chienne. Il a peur. Il craint une prise de pouvoir. Il craint de perdre son trône. Alors, il va faire ce qui va amener la journée des barricades, ce qui va provoquer la journée des barricades. Et là, on va pouvoir y aller. Le 12 mai à l'aube, Henri III fait entrer les gardes suisses et les gardes françaises. En tout, selon, ça diverge selon un historien ou l'autre, mais les témoins de l'époque ont vu 14 enseignes suisses et 9 enseignes françaises. Une enseigne, ça regroupe un corps d'armée. On calcule que c'est à peu près 4000 hommes qui rentrent à l'aube. Ils passent par le cimetière des Innocents. Là, on voit la carte de Paris. J'ai encerclé certains endroits où le jeu va se jouer. Le cimetière des Innocents est sur la rive droite, qui est à gauche ici. Le roi va leur donner les ordres à partir de là. Ils vont prendre les ponts. Le petit pont qui est en haut, puis l'autre pont dont j'oublie le nom. On constate en passant que le pont Neuf n'est pas encore construit. Le pont Neuf, il est sur la pointe extrême en bas. Mais sur les détails de la carte, on va la voir. En passant, c'est une carte que j'ai trouvée sur Gallica et je vous conseille pour tout ce qui est archives français. Éric, j'ai oublié de t'en parler. Gallica, Bibliothèque nationale de France, tu as du stock là-dedans, c'est génial. J'en avais entendu parler de ça. Même que, écoute, tu t'endors plus, là. Tu peux. Ouais. Comme quand j'ai rentré à la Galante. Oui, exact. Là, je vais prendre un autre petit moment pour expliquer les cartes, parce qu'on va se servir des cartes pour expliquer les déplacements et tout. Dans un premier temps, j'avais encerclé les endroits dominants, cimetière des Innocents, Notre-Dame. Notre-Dame, je l'ai encerclé comme point de repère. La place Maubert, la Sorbonne. Next. Là, on est à. Ça, c'est. Ouais. La carte, elle est d'un certain. Attends une minute, j'ai pogné la. La carte est vraiment haute. Parce que tu vois les maisons sur les ponts. Attends, ça, c'était permis à l'époque. Oui. Ouais. Attends, la barricade. C'était incroyable. Le dude, c'est un nommé. Je ne sais pas comment il a fait. C'est un nommé Gorge Bone qui a écrit la carte. Je ne sais pas comment il a fait parce qu'on ne volait pas à l'époque. Non, on ne volait pas. Voyons, où c'est que j'ai mis ma. Calice. Bon, j'ai pris ça en note, puis je ne sais pas où. La barricade. Bon, c'est pas grave. Mais je voulais nommer le nom du gars. C'est George. Mais c'est pas George avec non, c'est Gord Brown ou quelque chose comme ça. Puis j'ai montré un détail qui n'a pas rapport avec l'histoire qui va suivre, mais c'est pour montrer la justesse, la précision, le travail de la carte. Et tu t'amuses là-dedans, sur Gallica, tu peux la mettre en gros plan. Et ça m'a permis de retrouver des lieux que j'essayais de deviner. Je ne connais pas trop Paris, hein, fait que l'autre. Non, c'est. Non, OK. Le plus gros, là. Ouais, c'est bon. Ça, c'est l'île de la Cité, là. Oui. Là, on voit Notre-Dame en haut. OK. En haut, à droite, sur la droite, c'est la place Maubert où il va y avoir un événement important là. À gauche, c'est le cimetière des Innocents. Ça part de là. Les troupes partent de là. Ils sont rassemblés là.
puis ils vont traverser les ponts pour prendre possession de l'île de la Cité, puis ils vont essayer d'aller chercher la rive gauche. Ça, c'est toujours les troupes que le roi Ouais. Henri III a appelées. Là. Ouais. Donc, ça, c'est le Louvre. Ouais, ça, c'est le Louvre. Revient, c'est parce que Ouais. revient, le Louvre, il est en bas, revient encore sur la première. OK, là, le Louvre, il est barré par la manchette qui est écrit Paris 1572. Ouais, là. je suis vraiment Mais désolé. il est en bas à gauche, près de l'eau. C'est important parce que c'est le palais royal. Ben, le roi est là. OK? C'est pas encore un musée. OK, tu peux revenir. Puis je voulais montrer aussi, quand on voit le Louvre, c'est ça. Donc, je vais m'expliquer plus tard. Là. Je ne vendrai pas le punch, là, mais c'est une forteresse. OK. Next. OK. La place Maubert va jouer les premières barricades. En fait, le point de résistance, ça va être là. Et quand on regarde la configuration des rues, on comprend l'importance d'une barricade. Mettons, tu barres une rue au complet, ça permet aux gens de se défendre. Évidemment, une barricade, ce n'est pas offensif, c'est un but défensif. Et les troupes vont avoir de la difficulté à en venir à bout. Bon, on continue, je vais revenir, là, j'essaie d'aller trop vite. Et là, je me suis vraiment amusé parce que je cherchais la Sorbonne, parce que le mouvement de révolte pour la prise de la place Maubert vient surtout de la Sorbonne avec les bateliers, les bateaux qu'on voit, les profs, les étudiants vont se rendre à la place Maubert pour en prendre possession. Parce que si les troupes traversent de l'autre côté, puis en fait, on va barrer les principaux accès à la rive. Mais la place Maubert, c'est une place stratégique parce qu'après ça, tu peux contourner, puis bon, etc., etc. Là, je me suis dit, OK, où est-ce qu'elle est, la petite Sorbonne? Là, je me suis amusé. J'essayais de me trouver des points de repère. La rue Saint-Jacques, qui a changé souvent de nom, elle est aujourd'hui appelée encore Saint-Jacques, m'a servi de repère, mais aussi l'église Saint-Séverin, qui est à gauche, là, encerclée, entre les deux ponts. Next. Ça, c'est Bon, Paris aujourd'hui. ça, c'est Paris aujourd'hui, mais la carte, elle est de l'autre côté, donc ça se déroulerait à peu près dans cet axe-là. OK? Tu as l'église Saint-Séverin, la Sorbonne, place Maubert, cathédrale Notre-Dame, Sainte-Chapelle. Sainte-Chapelle aussi m'a aidé à me retrouver. À te repérer. Là. Ouais. Next. Donc. OK. Pourquoi la cathédrale Saint-Séverin m'a aidé? Parce que regarde la précision du graveur. OK? Ouais. Check la cathédrale. Bien. Ouais. Ouais, puis va voir les vraies photos d'aujourd'hui. Les vraies photos d'aujourd'hui. Les photos d'aujourd'hui. La première, mais surtout la deuxième. Puis là, tu peux faire le lien entre les deux. Tu revois le clocher avec l'espèce de. C'est exactement la même. Donc, avec ça, j'ai pu deviner que la Sorbonne était. Tu peux aller. Il n'y en a plus après? T'as une minute, on va dire ça. Il me semble que. OK. Là, après ça, tu vas à la journée des barricades. OK. Non, j'en ai oublié une. Mais bref, la Sorbonne est. Tu as un pâté de maison à droite. Tu as une espèce de je dirais, en long, là, des bâtiments en long. Mais ça serait l'autre après, là. OK. Il semble avoir une série de. Merde, j'ai oublié une photo. C'est pas grave. Mais c'est ça, on voit l'entrée. Bon, bref, j'ai pris un café là aussi à un moment donné. C'était pas comme ça dans le temps. OK. All right. Maintenant qu'on sait, OK, tu peux revenir. On va essayer de. Tu s'en vas-tu à la journée des barricades? Reviens. Non, reviens en arrière. Ben, la prochaine, c'est quoi? Ben, la prochaine, c'était ton église.
après ça, Oui, tu mais tombes à après l'eau. l'église, c'était quoi? Après l'église, c'était la journée des barricades. OK, non. Reviens, on va prendre un plan d'ensemble. OK. On revient à Paris, ici, ça là, ici? Oui, OK, parfait. OK. Donc, on sait que les doutes sont cimetière des innocents. À l'aube, les gens, ça alarme les Parisiens. Quand ils voient ça, ça ne prend pas de temps. Ils ferment boutique, puis ça court tout de suite aux armes. La présence des Suisses excite leur colère parce qu'on a encore en mémoire la Sainte-Barthélemy. Puis on se dit, oh boy, là, ça va être à notre tour, là, ça va être une Saint-Barthélemy à l'envers. Puis juste comme détail, c'est-tu à l'époque, les Suisses représentent la garde du pape aussi? Je pense que oui, là, mais Ouais. je ne veux pas m'avancer. Mais Moi non plus, mais il me semble que c'est là. Mais... ça serait logique parce que le roi défend l'Église, l'Église, bon, mais sous toute réserve, je ne suis pas un spécialiste si on peut parler de la Révolution, oui. Oui. On peut parler des guerres napoléoniennes, oui. Mais ça. Non, mais c'est intéressant. Mais c'est à checker. Vers le milieu du jour, là, OK, on passe les ponts, on contrôle l'île de la Cité, puis au milieu du jour, le roi dit ça nous prend la place Maubert. Mais déjà, c'est trop tard parce que les étudiants de la Sorbonne, puis les profs, les bateliers aussi, beaucoup, les bateliers de Saint-Jean en grève, je sais quelque part, là, je ne sais pas, près de la grève, j'imagine, occupent déjà la place. On a monté les chaînes, OK? À l'époque, la nuit, certains quartiers chaînaient leurs rues en mesure préventive. Les chevaux ne pouvaient pas passer. Et tout se fait rapidement. Et on installe des barils qui vont devenir des barriques remplis de terre, de fumier. On remplit toutes sortes de trucs pour barrer les rues. On va appeler ça donc une barricade du nom de barrique. Et c'est une technique militaire qu'on utilise généralement pendant les sièges. Et là, on va l'appliquer en zone urbaine. Avec une efficacité assez spectaculaire parce que la vitesse d'exécution est venue à bout des plans du roi. Pourquoi ça a été aussi rapide? C'est que la Ligue avait déjà préparé quelque chose. Les gens de la Ligue avaient divisé la ville en une espèce de une division militaire où 5 quartiers étaient défendus par un bataillon pour 5 quartiers. Le quartier était gardé par les habitants et par des militants armés en tout temps. Donc, on dirait on dit que ça a été spontané, mais il y avait quand même une préparation. On se doutait bien qu'il allait avoir des échauffourées. Puis la ville était déjà préparée. La ville qui était déjà pro-catholique. Donc, de là, l'échec du roi. Voilà. En quelques heures, on a tendu les chaînes à travers les rues, fermé les entrées avec barriques remplies de terre et de fumier. Et quand les soldats sont pris dans ces espèces de souricières, on peut les tirer des fenêtres, des toits, on leur balance tout ce qu'on a sous la main. C'est une pluie de projectiles de toutes sortes. Il n'y aura pas tant de morts que ça, par exemple, dans toute la journée. On calcule une soixantaine, chaque vie humaine, on s'entend, mais là, c'est l'histoire, c'est la guerre. C'est une soixantaine de soldats tués. En tout, à peu près. Je pense que les historiens s'entendent là-dessus. Les gardes, à un moment donné, sont pognés sur les bords, sur les rives de la Seine. Ils ne peuvent plus progresser et ils sont maintenus entre les ponts. Ils sont perdus. Ils ne peuvent plus bouger grâce au fait qu'ils ont été bloqués là, dans certains espaces, dont la place Maubert. Quoi d'autre? Oui, le Louvre est aussi encerclé parce que ça se passe partout dans la ville. Là, le roi, il est pogné.
il voit bien que son plan n'a pas marché, mais en plus, il est encerclé. Le Louvre est complètement encerclé. Mais il s'échappe quand même de justesse, puis il va revenir, mais en tout cas, il a réussi à glisser entre les doigts des ligueurs. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils auraient fait. Là, probablement qu'ils auraient fait un mauvais parti, mais De Guise n'a pas trop participé, mais il arrive juste quand c'est fini. Là, il arrive en vainqueur. Il fait reconduire les gardes à rang rompu, tête nue pour déshonneur, les armes renversées, des guédines, mais ils font pas de... Il n'y a pas de maltraitance. En tout cas, je n'ai rien trouvé là-dessus. L'émeute, donc, est triomphante. La rapidité de cette défense parisienne, je l'ai dit, là, mais s'explique par le fait qu'en mars de la même année, la Ligue avait procédé à un découpage militaire de la ville, une division pour 5 quartiers avec la population pour la garder, combinée à des militaires armés. C'est ça. Ensuite, c'est la première fois que les Parisiens mettent en fuite leur monarque. Ah, ben, tu peux regarder les autres. Les autres, finalement, c'est du superflu. OK. Ça, c'est un superbe tableau. En fait, c'est une gravure, je pense. Elle est sur Wikipédia, je pense. Tu peux la grossir là, énormément. On voit en bas à gauche des barricades. Ouais, c'est ça. Il manque beaucoup d'iconographie sur cette journée-là. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ouais, Puis, en tout cas, j'ai fouillé, là. Mais c'est ça. Il y en a une couple. Ouais. L'autre, c'est pour montrer la construction du Pont-Neuf qui a été décrété par. Ouais. Il y a des. Ouais. Et ça, ben, on le voit là en haut, on donne une bonne image là, des trucs, des barricades. Tu vois la rue chaînée, etc. Bon, les gens leur balancent tout ce qu'ils ont sous les mains, ils se font tirer dessus. Bon, puis là, là c'est la gloriole, là, le duc de Guise, Superman. Qui arrive après, après de tout. Ouais, probablement une gravure du 19e. Hein. Exactement. Ouais. Ben, c'est bien chier quand même. Il n'y a rien d'autre après, je pense. Après, c'est ton truc. Ouais. OK, on revient. OK, donc, la barrière. OK. Donc, c'était la première fois que les barricades se levaient dans Paris. C'est la première fois que les Parisiens mettent en fuite leur monarque ou leurs dirigeants. C'est une date pivot dans l'histoire parce que la ville, par ses barricades, se donne la capacité de se révolter contre une autorité qu'elle estime illégitime. On va le revoir plus tard, mais c'est le début de quelque chose. Alors, je l'ai dit, mais je vais le redire, la barricade est purement défensive et n'a aucune valeur offensive, sinon quelques percées comme ça, là, tu reviens. Ce qui fait la force de la barricade, pas tout le temps, mais souvent, c'est on personnalise une barricade. Elle vit dans le quartier. Les gens se connaissent quand ils vont aux barricades. C'est le voisin, c'est le frère, c'est la sœur. C'est le quartier. On s'identifie au quartier, puis on s'identifie à la barricade. Ça donne un peu plus de torque à la révolte. Elle crée l'appartenance comme une équipe, comme une famille. Juste pour m'amuser, j'ai trouvé une belle citation, une citation anonyme qui était sur les murs pendant mai 68 à Paris. La barricade ferme la rue, mais ouvre la voie. Oh! Ouais, c'est beau ça. Hein, c'est beau ça. Hein? De toute beauté. De toute beauté. Ouais. Ça, je l'ai lu, ça, je l'ai fait. En fait, la barricade, chaque insurrection qui va venir par la suite va nourrir la prochaine, qui va nourrir la prochaine. Ça va être le fun de faire une émission sur la barricade dans les gènes parisiens, parce qu'elle a eu... Ça devient symbolique, oui. Chaque insurrection qui va suivre va s'influencer de la dernière. On va modifier les barricades, on va les améliorer stratégiquement, etc.
jusqu'à ce que, je ne sais pas, moi, la barricade Château-Gaillard pendant la commune de 71, écoute, c'est fait par des ingénieurs, puis tu avais même C'est ça que tu disais, les palissades, là? une salle de ronde, pas une salle de ronde, là, mais des espaces pour faire la ronde. En tout cas, j'ai vu la photo, parce qu'en plus, c'est le début de la photographie. C'est ça. Le problème avec la barricade, elle a le bon côté, mais elle a ses mauvais côtés. Ça fait une guerre statique. Tu ne peux pas bouger. Tu t'es confiné dans ton... alors qu'une guérilla avec... je ne sais pas. Moi, j'ai toujours pensé que... On va le voir peut-être un jour quand on va faire un truc sur la commune, mais la barricade, pour moi, elle était peut-être... Bon, elle était nécessaire à certains endroits, mais moi, j'aurais privilégié... il était nombreux, là. Mais là, on ne parlera pas de la commune, là, mais... Louis-Auguste Blanqui disait des barricades. L'erreur des barricades, c'est que ça fait en sorte que l'ouvrier revient toujours dans son quartier pour défendre son quartier et non aller à l'offensive. Oui, c'est ça. Exact. C'est ça que ça fait. Le problème, c'est que, comme disait... qui a dit ça? Je pense que c'est Camus. Pas Camus. L'ancien ministre de la Culture sous De Gaulle, celui qui a écrit... Gary. Non. En tout cas, celui qui a écrit La condition humaine. Anyway. Malraux. La barricade n'existe que pour se battre contre la cavalerie parce que le peuple n'a pas de cavalerie. En tout cas, quelque chose comme ça, de mémoire, etc., etc. Mais avant qu'on passe au prochain segment, je voudrais me dire, la Saint-Barthélemy, ça a été, parce que tu en as parlé vite, là, même pendant la Révolution, jusqu'à la Commune, etc., la Saint-Barthélemy était le traumatisme de ce qu'on ne voulait pas que notre révolte ou notre insurrection devienne une Saint-Barthélemy. Puis tout le long de la Révolution française, tu as Danton, tu as Robespierre, tu as tous les dirigeants, tu as même, c'est quoi ça? Mirabeau? Mirabeau. Sous le pont, Mirabeau. Qui promettent toujours à la noblesse, qui promettent toujours, ça ne sera pas une Sainte-Barthélemy. C'est la peur que, puis on met ça toujours sur le dos du peuple, là, mais c'est parce que ça a été dirigé par des gens. Tu sais, comme on va voir. Écoute, c'est sûr que ça a eu un impact. Une sorte de traumatisme. C'est un traumatisme. Avec raison, là. Ouais, puis ceux qui l'ont vécu, en tout cas. Mais c'est vrai que c'est vrai, pendant la Révolution, le mot est souvent prononcé, puis on craint les débordements de la foule, parce que la Saint-Barthélemy, ça a été une joyeuse boucherie, merci. Ah, Chris, oui. Ouais. Donc, mais c'est très intéressant, Régent, bravo. Écoute, je me suis amusé comme un fou, mais... Je ne serais pas détaillé de même, mais... mais est-ce que ça m'a juste amené à avoir envie de découvrir cette période-là. Tu sais, j'ai beaucoup lu sur la guerre de 100 ans et tout, puis ça, c'est pas pendant la guerre de 100 ans, là, mais sur le Moyen-Âge, mais cette période-là, il va falloir que je m'y mette. C'est une période que j'ai un peu laissée de côté. Ouais. Mais c'est le fun parce que ça nous ramène des lectures aussi, puis ça ramène le pourquoi. C'est toujours ça, quand on découvre. Mon dernier m'a coûté quasiment... je ne dirais pas. Là. Ma mère écoute et elle va dire « t'as dépensé ça! » Bonjour, maman. À partir de moi, je vois l'écran blanc. Là. OK. Voilà. Donc, ça, c'est M. Deguise. Et maintenant, on va tomber. On va vraiment aller... là, tu étais en 1760. On remonte dans le temps, on s'en va, on se rapproche. Quasiment 300 ans, un petit peu moins plus tard. Cette fois-là, on est à Lyon. C'est la révolte des canuts de Lyon. C'est quoi la révolte des canuts? C'est quoi un canut? C'est quoi qui s'est passé dans ce temps-là? Un canut, je vais vous l'expliquer vite. Un canut, c'est quoi? À Lyon, on a beaucoup de production des tisseurs, etc. Okay? Des tisserands. Les tisserands, c'est ça. La soie, je pense, Éric. La soie, exactement, la soie. Puis les canuts, c'est les ouvriers qui travaillent pour les fabricants.
dont, dans le fond, c'est les maîtres artisans de la soie, des tisserands, là, etc., et qui, eux, vendent leur stock à des négociants qui sont les capitalistes, les banquiers, qui dictent les prix sur les produits et qui les vendent après ça à l'extérieur, au marché extérieur, etc. Okay? Fait qu'on a à peu près les 3 acteurs. Les négociants, comme j'ai dit, les banquiers, ils sont à peu près 400. Là, mettons, on met des chiffres, 400. Les fabricants sont à peu près 8000. Puis après ça, les canuts, mais là, on parle de 30 000 compagnons, dont on parle des canuts, là, des canuts en tant que tels. Puis après ça, il y a aussi d'autres salariés alentours, comme il y a des femmes, des enfants, etc., pour les machines, pour ci, pour ça, de nettoyer, faire la bouffe, etc. Fait que c'est ça. Puis eux travaillent pour les fabricants. Donc, souvent, c'est plusieurs fabricants. On parle de 8000. Fait que les canuts vivent, sont logés, nourris chez les fabricants. Et aussi, ben, ils ont leur salaire qui est très minime. Puis il y a l'Écho de la fabrique, qui était le journal des canuts à l'époque. Puis je vais vous expliquer pourquoi, là, parce que c'est bizarre des ouvriers non lettrés qui travaillent, qui ont un journal. Puis, ça se faisait. Ça se faisait, oui, mais c'est simple pour vous dire. Le journal avait utilisé pour décrire les canuts des mots de Voltaire. C'est une pauvreté noble et tout ce qui leur reste. Fait que dans le fond, c'était ça, parce que les canuts demandaient, ça va être vraiment la première fois que la classe ouvrière se lève sans l'aide de la bourgeoisie. Parce que souvent, on va voir la Révolution française, les révolutions, les insurrections avant ça, on sort, parce que là, on est en 1831, fait en 1830, tu as eu les 3 Glorieuses. C'est toujours des révoltes ou des insurrections poussées par la bourgeoisie, puis qui vont chercher la classe ouvrière pour les appuyer dans leur doléance. Mais là, on va voir avec les canuts, c'est l'inverse. C'est les ouvriers, mais est-ce que les bourgeois vont suivre? Autrement dit, Éric, c'est la première révolution, c'est pas une révolution, mais elle suit la révolution de juillet, là, comme tu as dit, les 3 Glorieuses. C'est la révolution de juillet, hein? Ça met Louis-Philippe. Oui, ça met la monarchie de juillet, oui. Oui, c'est ça. Fait que, si j'ai bien compris, c'est la première fois que les gens se révoltent en raison de leur travail, d'un type de travail. Là. Exactement. C'est comme une grève. Là. C'est la première fois en France, en tout cas, selon moi, là, puis de l'historien, etc. Mais tu as eu une révolte avant ça à Vienne, je pense en 1817, où ce que les tisseurs là-bas ont comme brûlé les machines, etc., puis ont été réprimés par l'armée viennoise. Là. Mais c'est pour vous dire que c'était ici, les canuts, on ne va pas voir une révolte contre une machine ou de quoi qui va les remplacer. On les voit vraiment s'intéresser à ce qui se passe socio-économiquement, puis ils veulent améliorer leur sort. Fait que là, c'est une première fois que vraiment, c'est une révolte de la classe ouvrière. OK? Donc, je l'ai expliqué, il y a les négociants, les fabricants et le canut, OK? Fait que c'est quand même, là, ça se travaille en 3 classes, etc. Bien sûr, les négociants, eux, avec 8000 fabricants, il y a une grosse compétition entre les fabricants pour vendre leur production envers les négociants. Les négociants jouent là-dessus, fait que ils vont toujours, mais lui, il m'offre moins, toi, tu m'offres combien? Fait que les prix baissent. Donc, si les prix baissent, ce qui se passe, les salaires baissent pour les canuts. Puis les canuts, c'est ça. Fait que les canuts, ça vient de où, ce nom-là? Les canuts, ça veut dire, c'est seul qui use de la canne. Ça, c'est une des théories d'où ça vient. La canne, qui était le rousseau, qui était un roseau, qui était un petit tuyau de bois qu'on charge de soie pour faire trame d'une étoffe. C'était leur outil de travail pour prendre la soie, etc., pour pouvoir la travailler. Sinon, durant la Révolution française, les travailleurs et les travailleuses, plus les travailleurs de la soie à l'époque, parce qu'on va. Les femmes travaillaient, mais ne travaillaient pas, on ne les considérait pas, là. Malheureusement, c'était pas correct, ça. Donc, c'est ça. Les travailleurs de la soie, ils étaient dans la misère durant la Deuxième Guerre mondiale. Durant la Révolution française,
Et puis, ils étaient obligés de vendre tous leurs biens, etc., pour pouvoir survivre. Puis ça devenait vraiment l'extrême pauvreté. Puis, il y avait une référence envers eux durant la Révolution française qui les appelait « Voici les cannes nues ». Les cannes nues. Donc, ils sont nus, ils sont dénudés de leurs avoirs, etc. Fait que les cannes nues. Et voilà. Tu fais la manière, etc. Ça, c'est une autre théorie d'où ça vient. Mais peu importe, le canut était pauvre et il vivait dans une grande précarité. Donc, c'était un employé qui était là, logé, nourri, salaire qui dépendait de ce que le fabricant vendait aux négociants, etc. Donc, le fabricant se faisait un profit, lui, mais le reste, pour payer sa main-d'œuvre, ça variait. Le salaire variait de combien qu'il avait vendu, etc. Deuxièmement, c'était saisonnier, fait qu'il y avait des saisons mortes. Donc, tu ne travailles pas pendant ce temps-là, il faut que tu survives, etc. Fait que tu es dans la grande précarité. OK? Puis là, on va voir ici, on démontre, là, ici, regarde, ça, c'est un atelier. C'est comme une sorte d'atelier. Vous avez aussi un autre atelier ici, puis là, ben, là c'est le bourreau. Vous voyez des enfants, des femmes, surtout des enfants. Fait que c'est pas une vie facile pour les enfants de ces ouvriers-là, pour les femmes, etc. Tout le monde met la main à la pâte, puis tu vis pauvre. C'est parce que tu essaies d'aller chercher le plus de salaire possible. Je vais revenir en arrière. Donc, puis ils vivent où, les canuts? Ils vivent surtout dans le quartier de la Croix-Rousse, okay? Qui est à Lyon, etc. C'est le quartier ouvrier et aussi le quartier des fabricants. Il y a beaucoup de fabricants qui sont là, ils ont leur shop là, etc. Puis les canuts vivent là parce qu'ils sont logés, nourris, ou sinon, ils vivent dans des petits apparts, etc. Puis il y a d'autres quartiers à peu près, là. Je pense que le quartier Gervier, en tout cas, peut-être que je le prononce mal, là, mais tu as d'autres quartiers aussi à Lyon, mais c'est surtout ce quartier-là qui est reconnu pour être le quartier des canuts, etc. Fait que c'est ça. Là, je vais me retrouver dans mes notes. Puis aussi, la soie, il faut expliquer, la soie, oui, c'est de la soie, c'est très chérant des fois, mais c'est très sensible à la concurrence. Et les négociants jouent là-dessus envers les fabricants. Fait que c'est comme une sorte de ubérisation, là, de toi, tu m'offres le moins, bon, mais moi, je m'en vais vers toi, etc. Puis c'est fucked up, là. Les gens en souffrent, là. Donc, je veux venir ici parce que la révolte des Camus vont faire couler beaucoup d'encre à l'époque, etc. Puis je viens de vous montrer, puis dites-vous, là, tu sais, moi, je parle aux gens, journalistes, tout ça, peut-être qui nous écoutent, qui sont très, oh mon Dieu, pauvre Camus, il souffrait, tout ça. Mais si vous aviez été là, vous avez répondu de quoi de même, parce qu'on vous voit répondre à des grèves, à des mouvements ouvriers, etc., là, puis des mouvements populaires aussi. Vous répondez des choses dans le même. Les barbares qui menacent la société ne sont point au Caucase, ni dans les steppes de la Tartarie. Ils sont dans les faubourgs de nos villes manufacturières. Les barbares. Oui, ouais. Les barbares. Incroyable. C'est fin, hein? Puis les steppes de la Tartarie, vous savez c'est où? C'est un des noms pour C'est pour ça. Bon. Puis ça, c'est Saint-Marc Girardin, qui était un homme politique et un journaliste bourgeois. Donc, c'est pour vous dire comment la bourgeoisie voit ces ouvriers-là. Ça n'a pas changé, hein? C'est sale merde qui décide de se lever. Donc, qu'est-ce qui cause en 1831 la révolte des canuts, la première révolte? Bon, ben, dû au fait que c'est soumis au marché, etc., puis à l'offre de la demande, etc., les salaires baissent, etc., et les canuts s'organisent, qui est illégal à l'époque, ils s'organisent et ils vont voir le préfet de Lyon et demandent qu'il y ait des tarifs de mise sur les salaires. Parce que là, ils ne peuvent plus vivre, c'est l'enfer, ça n'a pas d'allure. Et ils sont vraiment organisés, c'est vraiment une grande foule qui y va, puis le préfet dit, OK, regarde, on va essayer de négocier. Fait qu'il fait venir les fabricants, les représentants des fabricants, les représentants des canuts et des représentants des négociants pour essayer de voir s'ils ne peuvent pas trouver une entente pour un tarif. Parce que lui, il voit, là, ça va
péter, mon chum, là, si ça continue de même. Il ne faut pas oublier qu'on est dans l'ère des révoltes, des révolutions. Exactement. Il ne faut pas oublier, on sort des Trois Glorieuses. Ouais. La classe ouvrière s'est faite utiliser par la bourgeoisie, ça sent floué. Il y a tous les révolutionnaires, tous les groupes révolutionnaires, etc., qui essayent de rebâtir 93, qui est le 1793, qui a été la fois que le peuple aurait pu prendre contrôle de la Révolution française. Anyway, c'est tout ça. Fait que c'est en l'air, puis vous êtes en train de voir la naissance de la classe prolétaire, vraiment la classe ouvrière, parce que les bourgeois de gauche, qu'on peut appeler de gauche, à l'époque, républicaine, dans le fond, ils ont besoin des gens pour les supporter. Fait qu'ils se tournaient vers l'ouvrier. Quand ça venait à faire une révolte ou une révolution ou de quoi de même, ou une insurrection, ils éduquaient la classe ouvrière pour pouvoir les emmener de leur bord, pour pouvoir faire leurs besoins. Puis après ça, ben, OK, c'est bon, on n'a plus besoin de toi, rentre chez vous. Mais la classe ouvrière s'est fait éduquer. Là, ça commence à penser, ça commence à s'organiser. Fait que toutes les idées de s'organiser, de se politiser commencent à germer chez le prolétaire. Puis on le voit chez les canuts. Donc, ils vont voir le préfet pour dire assez, c'est assez, on veut des tarifications. C'est accepté, etc. Sauf que là, on est en septembre, octobre, etc. Puis, le 10 novembre, il y a des fabricants avec des négociants qui décident que non, on ne paye pas les tarifs. Ils vont manger de la merde, on ne veut pas les payer, etc. Et le 21 novembre, ça pète. Les canuts s'organisent et ils vont, ils font la révolte. Ils commencent à se monter, ils commencent à marcher vers l'hôtel de ville. Et la première, dans le fond, c'est le 21 novembre, c'est ça. C'est la première légion de la Garde nationale qui est bâtie de qui? De ceux qui peuvent payer leurs armes, qui peuvent payer leur équipement, tout ça. Fait que c'est qui? C'est les bourgeois. Ouais. C'est les fabricants et les négociants qui forment cette petite force-là. Peut-être quelques canuts. Il y a des canuts aussi dans la force. Et mais les bourgeois, les riches répondent toujours aux pauvres de la même façon. Ils tirent une salve, ça tue 3 canuts et le reste de la foule va dans le quartier et crie alerte. On se fait attaquer. La garde nationale nous attaque et ça fait le soulèvement. Le peuple se joint à la révolte. Les canuts de la première légion se joignent aussi à la révolte. Et c'est ça. Et après ça, le 22 novembre, il y a un gros combat sanglant où on voit la Garde nationale être repoussée carrément de la ville et les canuts prennent contrôle de la ville. Donc, le 23 novembre, finalement, ils prennent l'hôtel de ville, ils ont tout pris, ils ont hissé le drapeau rouge. Ah ouais, hein? Qui était le drapeau révolutionnaire. Dans le fond, c'était pas le bleu, blanc, rouge. Là. C'était non. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là, ils se demandent, mais là, on voulait nos tarifs, là, on fait quoi? On aime-tu la commune? On fait quoi? Puis là, ils ne savent pas. Cette hésitation-là donne le temps au... voyons, c'est... ça donne le temps à Louis-Philippe Ier, qui est le roi de France, le roi des Français, excusez. Le roi constitutionnel. Oui, constitutionnel, c'est ça. Il envoie son fils, le maréchal Soult, avec 20 000 hommes. Et ces gens-là s'en vont juste à l'extérieur de la ville, s'installent, ils attendent que tout se calme dans la ville. Et finalement, le 28 novembre, c'est ça, ils arrivent à Trévaux, où ce qui s'installe. Puis là, ils attendent que tout se calme dans la ville, parce que là, les canuts ne savent pas quoi faire, les bourgeois sont comme qu'est-ce qu'on fait, tout le monde ne sait pas qu'est-ce qu'ils font. Et le 3 décembre, ils rentrent dans la ville, les 20 000 hommes, les 20 000 soldats rentrent dans la ville, prennent contrôle. Le 6 et le 7 décembre, ils démettent le préfet, ils dissouent la garde nationale des bourgeois et des fabricants. Et bien sûr, ils enlèvent les tarifs. Mais là, tu as une armée de 20 000 hommes qui est là quasiment autant que toi, tu es d'ouvriers. Tout le monde s'écrase. Et c'est ça, ils se font dire,
Et il y a des dires des politiciens, surtout Casimir Perrier, qui est comme le président de la Chambre des députés ou la Chambre des pairs, dans le fond. Oui, la Chambre des pairs. C'est ça, parce que tu n'as pas vraiment d'assemblée, en tout cas, parce que c'est quand même une monarchie constitutionnelle. Et lui, ce qu'il déclare, c'est que les ouvriers se sont voulu armer contre la liberté du commerce et de l'industrie. Vous voyez, il y a comme des similitudes. Tu sais, quand les syndicats prennent en otage. La société ne se laissera pas menacer impunément. Même chose, le même discours aujourd'hui. Même discours aujourd'hui. Donc, les canuts, il y en a qui se font arrêter, mais finalement, en juin 1832, ils se font laisser aller. Tout ça. Est-ce qu'il y a une répression? Non, pas celle-là. Okay. Non, on va tomber en 1834, puis tu vas voir ce qui fait la répression, tu vas rire. C'est précurseur au futur. Ouais. C'est bon. Fait que dans le fond, en 1834, c'est quoi qui se passe en France? C'est que tu as ta monarchie constitutionnelle qui commence. Tu sais, c'était le beau, la lune de miel, là, OK, tu as eu des petites révoltes, c'est correct. Mais là, c'est les républicains, ou ceux qui se disent républicains, ça peut être ta gauche, ça peut être ta droite, mais ceux qui veulent quand même la République de la France. Mais là, ils manœuvrent pour faire de la merde un petit peu partout. Fait que là, encore une fois, ils utilisent la classe ouvrière et tout ça. Et ils prennent avantage en appuyant un conflit des salariés pour un conflit salarial pour les ouvriers des peluches. Le monde qui met des peluches dans les oreillers. Dans le fond, ce qui se passe à travers la France, que le patronat, ils veulent une baisse de salaire parce que là, il y a une bonne conjoncture économique. Fait que là, il faut baisser le salaire parce que là, ça va très bien économiquement. Fait que faudrait comme baisser les salaires. Ça c'est le contraire. Oui, c'est ça. Ben, c'est les autres qui n'ont pas compris, puis on va chier encore plus sur le peuple. Aux grandes dames de certains, mais en tout cas. Fait que là, les républicains utilisent ça pour faire des mouvances. Et ça va jusqu'aux canuts. Et les canuts se soulèvent. Parce qu'ils se rappellent encore, ils se sont fait enlever les tarifs qu'ils avaient gagnés, etc. Donc, des guerres éclatent, puis les canuts de Lyon embarquent. Et l'armée est envoyée tout de suite pour occuper la ville. Puis ils tirent sur la foule désarmée qui est en train de manifester et les rues se couvrent de barricades. Ah, les barricades! Ouais. La classe ouvrière commence à utiliser ça. Dans le fond, les canuts, ils font l'assaut sur la caserne et les armureries, les casernes et les armureries. Ils réussissent, reprennent contrôle de la ville et après ça, se font repousser, mais ils s'en vont et ils sont vraiment concentrés dans le quartier de la Croix-Rousse, qui est leur quartier, puis c'est solide. Ah, j'avais oublié de dire, en 31... Attends, c'est-tu là ou... je viens de voir mes notes parce que je pense que j'ai oublié de quoi. C'est ça. Après la révolte de 31, Louis-Philippe Ier a fait bâtir une forteresse qui sépare le quartier la Croix-Rousse de la ville de Lyon. Okay? Ils ont traumatisé à ce point-là les gens. Fait que c'est ça. L'assaut est pris. Puis là, en tout cas, les insurgés, la révolte des ouvriers est en train de vraiment prendre une grandeur. La population les aide. Tu as même encore des canuts qui sont dans l'armée, qui se joignent à eux autres, sont en train de prendre contrôle. Et, surprise, le ministre de l'Intérieur sort, va voir Louis-Philippe, Monsieur Adolphe Thiers. Ah ouais, OK. Regarde, laisse les insurgés prendre la ville, laisse-les prendre la ville, etc., comme ça, après ça, tu as raison de rentrer dans le tas. Ouais. Il va faire la même chose pendant la commune. Et voilà. Fait que là, il va faire pour la première fois sa stratégie qu'il va faire la commune. Et bien sûr, que le 10 avril, il y a des combats charnus. Puis acharnés, pas charnus. Charnu et aromatique. Non. Pas dire ça. C'est ça, mais des combats acharnés qui se font, etc. Les canuts réussissent à prendre le poste de télégraphe de la ville. Après ça, là, c'est là que tu vois
la méthode tiers. Là, les bombardements du quartier commencent à se faire. Tu as le quartier des guillotières qui tombe. C'est un autre quartier ouvrier que lui, il tombe tout de suite. Puis il y a même, supposément, dans une maison, il y a eu un coup de fusil. Donc, l'armée rentre là-dedans et tue tous hommes et femmes et personnes âgées dans la bâtisse. Ouais. Ça, c'est l'excuse. Ouais. Ça, on va le revoir plus tard dans d'autres. Oui. OK. Le 14 avril, la ville se fait reprendre par l'armée. Elle attaque 3 fois le quartier, la Croix-Rousse, et réussit à passer. Puis là, c'est le massacre. Il y a un massacre qui est fait avec les ouvriers. Le 15 avril, il y a eu 600 victimes et 10 000 prisonniers canuts qui sont déportés ou condamnés à des travaux forcés, etc. Du côté des soldats, mais c'est 131 morts et 192 blessés. C'est assez élevé. Fait que ça, c'était la deuxième révolte. Je vais vous montrer ça. Vous voyez, j'ai mis des photos de révolte. Vous avez ça ici. C'est très intéressant. C'est le drapeau noir, le fameux drapeau noir que les canuts ont brandi cette journée-là. Et on la voit ici parce qu'on va la revoir après ça pendant la commune. Et ici, ça dit, là, j'essaie de lire. Vivre en travaillant ou mourir en combattant. Très ouvrier. Là, vous voyez, là, ça commence à être imprégné. Là. Vous avez ça. Là, je vais vous lire un texte qui a été écrit en l'honneur de ces gens-là par M. Louis-Auguste Blanqui en 1834, après la révolte. Le Grand Blanqui. Ouais, le Grand Blanqui, Louis-Auguste Blanqui, qui a vécu, je pense, jusqu'à 84 ans à peu près, puis il a fait 40 ans en prison. C'est ça, 45 ans en prison. Là. Le gars, il a souffert. C'est un vrai révolutionnaire. Lui, il était des sociétés secrètes qui lui, était de la mentalité Babeuf, où ce que tu fais une société secrète, tu bâtis tes cellules, puis le mot d'ordre est donné, là, tu as la révolte, etc. Lui, c'était un des révoltés. Il a consacré sa vie à ça. Oui. Et Blanqui, je vais vous le lire parce que c'est très... Fait que dans le texte s'appelle « Qui fait la soupe doit la manger ». OK. Au 19e siècle, une recrudescence meurtrière de l'opposition amène l'esclavage des Noirs. Et aujourd'hui encore, les habitants d'une terre réputée française, possédant des hommes et au même titre que des habitants, des habits et des chevaux. Il y a du reste moins de différence qui ne paraît d'abord entre l'état social des colonies et la nôtre. Excusez, c'est écrit petit, là, fait que j'essaie de... Ce n'est pas après 18 siècles de guerre entre le privilège et l'égalité que le pays, théâtre et champion principal de cette lutte, pourrait supporter l'esclavage dans sa nudité brutale. Mais le fait existe sans le nom et le droit de propriété pour être plus hypocrite à Paris qu'à la Martinique. Ni moins traitable, ni moins oppresseur. La servitude, en effet, ne consiste pas seulement à être la chose de l'homme ou le serf de la glèbe. Celui-là n'est pas libre qui, privé des instruments de travail, demeure à la merci des privilégiés qui en sont détenteurs. C'est cet état qui alimente la révolte. Pour conjurer le péril, on essaie de réconcilier Cain avec Abel. De la nécessité du capital comme instrument de travail, on s'évertue à conclure la communauté d'intérêts et par la suite la solidarité entre le capitaliste et le travailleur. Que de phrases attristement brodées sur le canevas fraternel. La brebis n'est tondue que pour le bien de sa santé. Elle redoit des remerciements. Nos esculapes savent dorer la pilule. Ces homélies trouvent encore des dupes, mais peu. Chaque jour fait plus vive la lumière sur cette prétendue association du parasite et de sa victime. Les faits ont leur éloquence. Ils prouvent le duel à mort
entre le revenu et le salaire. Qui succombera? Question de justice et de bon sens. Examinons. Point de société sans travail. Pourtant, point d'oisif qui n'ait besoin des travailleurs. Mais quels besoins les travailleurs ont-ils des oisifs? Le capital n'est-il productif entre leurs mains qu'à la condition de ne pas leur appartenir? Je suppose que le prolétariat, désertant en masse, aille porter ses penates et ses labeurs dans quelques lointains parages. Mourrait-il par hasard de l'absence de ses maîtres? La société nouvelle ne pourra-t-elle se constituer qu'en créant les seigneurs du sol et du capital, en livrant à une caste d'oisifs la possession de tous les instruments de travail? N'y a-t-il de mécanisme social possible que cette division de propriétaires et de salariés? En revanche, combien seraient curieux à voir la mine de nos fiers suzerains abandonnés par leurs esclaves? Que faire de leurs palais, de leurs ateliers, de leurs champs déserts? Mourir de faim au milieu de ces richesses ou mettre habit bas, prendre la pioche et suer humblement à leur tour sur quelques lopins de terre? Combien en cultiveraient-ils à eux tous? J'imagine que ces messieurs seraient au large d'une sous-préfecture. Mais un peuple de 32 millions d'âmes ne se retire plus sur le mont Aventin. Prenons donc l'hypothèse inverse, plus réalisable. Un beau matin, les oisifs, nouveaux biais, évacuent le sol de France, qui reste aux mains laborieuses. Jour de bonheur et de triomphe. Quel immense soulagement pour tant de millions de poitrines, débarrassées du poids qui les écrase. Comme cette multitude respire à plein poumon, citoyens, entonnez en chœur le cantique de la délivrance. C'est beau, hein? Ouais, hein? Il savait écrire, Blanqui. Il savait. Ça continue, mais vous comprenez l'autre qui envoie. Non, mais c'est ça. Écoute, on a c'est toujours l'éternel débat. On l'a vu pendant le COVID, quand on a laissé tomber on a gardé juste les travailleurs essentiels. Tu réalises à quel point les possédants ne servent absolument à rien. C'est ça. Des oisifs. Oui. Fait que là, après ça, on avance d'à peu près 15 ans. 14 ans à peu près. On arrive à 1848, qui est la fin de la monarchie de Juillet, la fin de la monarchie constitutionnelle. Il y a une révolution en février. Et ces canuts-là se développent parce qu'avec le temps, ils se sont fait écraser tout ça, mais l'esprit reste de la classe ouvrière. Puis ça devient une société. On l'appelle la société des voraces. Ça a un autre nom, mais on les traite de voraces. Puis, vous voyez. Et quand il y a l'insurrection à Paris, etc., pas l'insurrection, mais la République la monarchie de Juillet est abattue, etc., en février 1848. Mais le 24 février 1848, on met fin aussi à Lyon et on déclare la commune indépendante de Lyon. Et c'est les voraces qui affondent. C'est encore les canuts qui prennent l'hôtel de ville. Ils hissent le drapeau rouge encore une fois. Et ils annoncent que là, c'est la République. C'est une éducation politique qui s'est faite, Éric, à partir de 1831, mais et plus tôt, là, mais elle prend forme. Mais ça se développe peu à peu. Vous voyez que c'est en train de se bâtir. Il y a eu d'autres révoltes entre-temps. Il y a eu des tentatives de coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, etc. Il y a plein de... Tout le monde est insatisfait avec la monarchie de Juillet. Puis dans le reste du monde, vous voyez, en Italie, il y a Garibaldi, vous avez... dans le fond, il est en Amérique du Sud, je crois, dans ce temps-là. Il y a toujours Blanqui en France, tu as la Belgique. Il y a des révoltes un peu partout, là. Vous avez les Patriotes ici au Québec, en 37-39, je pense, je crois. Fait que là, ici, on voit un médaillon qui a été donné aux voraces. Et il y a un de leurs dictons qui est écrit, puis tu le liras parce que moi, je le vois en petit. Aristocrate, modéré, égoïste, tremblé.
À la première atteinte portée à la liberté, les ondes du Rhône et de la Saône charrieront vos cadavres aux mers épouvantées. Le peuple est debout et 93 peut encore renaître. Fait que tu vois, l'esprit de 80... Ouais, Parce que la Révolution française n'est pas si loin que ça. Là. non, On parle à non, peine 50 c'est ans. une génération. C'est ça, c'est une génération. Fait que là, 93 fait toujours rêver. Puis 1793 va toujours revenir. C'est la Constitution que Robespierre et les montagnards avaient emmenée à la Chambre, qui n'a pas été appliquée, parce qu'ils ne l'ont pas appliquée, mais c'était censé être la Constitution qui donnait au peuple le pouvoir de dicter qu'est-ce qui allait se passer en France, etc. Robespierre était pour que le peuple soit armé. Hein? Oui, pour toujours ramener à l'ordre le gouvernement. Oui. Toujours. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. On a les canuts, encore une fois, qui sont impliqués là-dedans, mais là, sont encore plus radicales. Les autorités ne savent pas quoi faire avec ça. Donc, on les laisse faire parce que là, tu es dans la Nouvelle République. Puis c'est ça. Puis là, tu as comme une cohabitation entre bourgeois. Ces gars-là qui ont un discours de même. C'est ça. En juin, est-ce qu'ils vont y passer comme à Paris? Non. Non. Non, eux autres, il ne se passe pas ça, etc. Le 15 juin 1949, c'est ça, la cohabitation est vraiment difficile. Il n'y a pas vraiment, ils appellent ça l'insurrection. Mais... On n'est pas en 48? Tu es en 48, mais tu es en février 48. Il ne se passe rien avec eux autres après à Lyon. Okay. Là. Les gars sont comme là, puis le monde a la chienne de ces gars-là. Puis... De toute façon, il va y avoir l'Empire dans pas longtemps. C'est ça, puis après ça, mais Louis-Napoléon Bonaparte est élu président en 49 et il a son coup d'État en 51. Le 2 décembre. Qui emmène la Deuxième Empire, etc. Ça, c'est une autre histoire, parce qu'il y a eu d'autres révoltes là-dessus. Et c'est ça, je voulais parler de eux, parce que c'est comme la suite des canuts, ce que ça devient. Ça devient, dans le fond, le premier syndicat. C'est ça que j'allais dire tantôt. On dirait une première mouture du mouvement syndical. Ah oui! Puis ces gars-là, ils ont détruit des machines, des voraces. Quand ils ont pris Lyon, puis ils ont hissé le drapeau rouge, après ça, ils ont été jusqu'à les religieuses qui ont détruit leur machine à tisser. OK. Ils ont détruit la compétition. Je pense que c'était des scabs. Des scabs de l'époque. Les religieuses. C'est ça, puis c'est ça. C'était ça mon exposé. Bon, il y a comme une petite article ici. En 1848, les voraces avaient faim de liberté. Puis on le voit là. C'est assez intéressant. C'est les citations qui est le fun. C'est beau à voir, puis la citation, surtout au début, là, de journalistes politiques. Mais c'est ça, on en retire. Tu parlais tantôt, tu évoquais des trucs, puis écoute, tu as l'impression que c'est un message que tu as entendu hier. Puis ça va toujours rester. Il y a toujours la même espèce de piège au niveau de associer, mettons, les casseurs, les travailleurs à ceux qui menacent la société. C'est jamais eux, hein, les barbares. C'est jamais eux ça me fait penser... Ils sont jamais violents, eux. Non, puis... quand on parlait des travailleurs dans les mines où on leur disait, si on leur donne plus d'argent, ils vont boire encore plus. Puis, Sauf que s'ils buvaient plus, mais là, le propriétaire de la mine achetait le bar, là, au bord de la rue, ou les compagnies, les usines qui achetaient les bars au bord de la rue, comme ça, le gars, il allait dépenser son argent, fait qu'il récoltait. Le capital corrompt tout, OK? Puis c'est ça qu'on voit ici. Regardez, vous voyez les négociants, comment ils causaient cette situation sociale-là, puis après ça, c'est pourquoi vous vous révoltez? Mais voyons donc. C'est ça le problème. C'est chaque fois que l'ouvrier, tu peux parler de la construction, tu peux parler de n'importe quel job, quand ça se soulève, quand ça revendique, tout de suite, on accuse, on questionne pourquoi tu revendiques. C'est pas clair ce que tu veux. Moi, j'ai toujours dit à ma job, où ce que j'étais avant, j'ai été officier syndical longtemps, puis moi, j'ai jamais cru, il faut aller chercher l'opinion publique,
Et le public, hier, on s'en fout. Notre combat est contre le patron. C'est ça notre combat. Puis c'est ça que les Canuts faisaient. C'était ça leur combat. Ouais. Sauf qu'eux autres, ils ont pris une ville entière. C'est ça. C'est ça la beauté de la chose. Parce que le monde était dans la misère. Il ne faut pas oublier, la classe ouvrière à l'époque était dans la misère. Là. C'était la Jusqu'à, écoute, on peut dire jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, avec certains gains, là, mais si tu regardes, même au Québec, tu regardes les photos de certains quartiers dans les années 50, 40. Va à Pointe-Saint-Charles, va à Chagrin-Maisonneuve. C'était pauvre, là. Ouais. Oui, l'ouvrier, mais c'était, en tout cas, la classe moyenne. C'est correct, là, mais... Il n'y avait pas de classe moyenne, Éric. Non, mais je veux dire, ils disent que c'était l'émergence de la classe moyenne. Oui, mais la classe moyenne va arriver vraiment pendant les 30 Glorieuses. C'est une classe qui n'a jamais existé avant. Qui maintenant est en train de mourir. Puis à vitesse grand V. Ah oui, ils sont là, la classe moyenne est rendue à quoi? 100 000 par année? La classe moyenne? Par année? Je me dis, là. La classe moyenne? Quelqu'un qui gagne 60 000 par année, il n'est pas riche, là. Non. Non, mais avec tout ce qui s'en vient, avec... on le voit en France, en tout cas, bref. Puis j'espère que vous voyez la similitude. Tu sais, comme on disait, les journalistes, les politiques, les patrons, les capitalistes, toujours la même chose. Quand on se soulève, les populistes, je suis surpris qu'ils ne se sont pas fait traiter d'ostrogoths. Ou de coucou, ou de complotistes. Oui, ou de complotistes, ou de... Le mot, c'est toujours la même insulte, mais on change le mot en fonction de l'époque. Oui. À un moment donné, ils vont se faire traiter de communistes, d'anarchistes. Mais avant, c'était ça. Avant, c'était démocrate. Démocrate. D'ailleurs, la démocratie. Durant la Révolution française, c'était ça. C'était un démocrate. C'était dégueulasse. C'était pire qu'anarchiste. Même anarchiste, ça n'existait pas. Ouais. Pour eux autres. La démocratie était l'anarchie. Ouais. C'est débile. Là. Ça, c'était pas les monarques. C'était ta haute bourgeoisie. Puis c'est pour vous montrer, les révoltes, c'est toujours les hauts bourgeois, les hauts nobles. C'est eux qui amenaient le peuple dans la révolution. Puis après ça, OK, mettez-vous de côté, on prend le contrôle. Une révolution marche quand la bourgeoisie embarque avec les travailleurs. C'est ça. Mais le problème, c'est après. Qu'est-ce qui arrive après? Il y a forcément des gagnants là-dedans, puis des perdants. Les perdants, c'est toujours les travailleurs. On va le voir dans la Révolution, les événements de juin 1848 qui annoncent... ça dure 3 jours, là. Mais vous voyez c'est quoi la répression. Vous allez comprendre c'est quoi. On parlait de février jusqu'à juin. C'est débile. Avec les journalistes et les écrivains de l'époque qui... oui, très sympathique. Hugo, vous allez être surpris qui dénigre le peuple. Moi, je ne suis pas surpris, mais tu vois, mais oui, ça faisait mal de voir certains. Hugo. Mais je vous ramène à ce que Blanqui écrit. OK? Là, j'essaie de me rappeler là, parce que j'ai perdu le fil. Là. Mais oui, c'est ça. C'est que le capital, si les ouvriers partent, les riches sont dans la marde. Ils ne peuvent plus produire. Mais si les riches partent, nous, on peut continuer à produire. On connaît. C'est nous qui faisons le capital, dans le fond. Nous sommes les compagnies, nous sommes les ouvriers, nous faisons les produits, nous faisons le ménage, nous faisons toutes ces tâches-là. C'est que certains gestionnaires ne comprennent pas, ils ne veulent pas comprendre. Ça. Donc, c'est cela, c'était notre capsule. C'était cool, man. Moi, j'avais hâte. Puis, avoir eu plus de temps, mais c'est ça. Écoute, c'est ça. Mais c'est le fun. Moi, j'aime ça. Puis, on va en faire pas mal de ça. Là, je pense qu'on se lance là-dedans. Si vous avez des idées, écrivez-nous. Puis ça, tous les sujets. Tu sais, tantôt, on parlait des toiles. Ce serait le fun de faire 2-3 toiles puis les analyser. Sur la Révolution française, ça serait cool au bout. Sur le David. Là. Napoléon. Les campagnes de Napoléon. Ça, c'était carrément des propagandes. Il y a beaucoup de choses à dire sur les toiles officielles. Mais
les toiles de Goya là, sur les massacres en Espagne avec Murat et compagnie. Ouais. Les gars qui sont... de Bayos, là, le 2 mai. Ouais, enfin, bref, le nom m'échappe. Ouais, c'est ça que. Les gars sont en train de les fusiller. Ouais. Puis, non, ce serait cool. Ce serait cool. Ouais, fait que bonne soirée tout le monde. On arrive au temps où on va. Où on va figer, faussement figer pour prévenir le vrai figeage. Est-ce qu'on fige? Figeons? Oui, là, on fige. OK, je pèse, on fige. Fige.